c'est science-fiction et recherche en astrophysique, influence réciproque. Je vais vous présenter donc les participants du débat. Je vais commencer par Stéphane Baxter, qui est à ma gauche, qui est donc un auteur de science-fiction que beaucoup connaissent. François Hammer, aussi à ma gauche, qui est astrophysicien, chercheur au CNRS et fondateur du laboratoire Galaxie Étoile Physique et Instrumentation de l'Observatoire de Paris. Donc, à ma droite, Raphaël Granier de Cassagnac, qui est auteur et physicien des particules. Roland Wagner, donc, qui est auteur de science-fiction. Et pour finir, voilà, Monsieur Duniac, qui est lui aussi auteur, mais aussi ingénieur en aéronautique, c'est ça. Voilà pour poser les participants du débat. Alors, je propose qu'on commence à donner la parole à M. Granier de Cassagnac, qui est à la fois auteur et chercheur, et qui peut peut-être nous dire comment lui voit les choses, comment ces deux activités se nourrissent, comment voyez-vous, vous, cette notion d'interaction entre science-fiction et recherche? Alors, en fait, je suis peut-être pas la meilleure personne pour faire le lien entre les deux, parce que même si je fais les deux, je suis physicien des particules au CNRS et j'ai écrit des livres. J'ai commencé par écrire plutôt des livres. Je pense que Roland va me taper dessus si je dis ça, de fantaisie. Non, ça va. Et donc précisément, je me suis éloigné de mon métier, donc la science, pour mes premiers écrits. Maintenant j'y reviens en fait, mais ce qui m'intéresse plus, c'est presque parler de la sociologie de la science, plutôt que d'utiliser des objets scientifiques dans ce que j'écris. Juste pour dire que j'étais sans doute pas la meilleure personne pour parler de ça. Cela dit, je vais dire quelque chose d'évident, dans la science-fiction, il y a moitié science, moitié fiction, donc évidemment les deux domaines se nourrissent l'un l'autre. Dans énormément de livres de science-fiction, on trouve des objets scientifiques qui sont utilisés, extrapolés et fantasmés, on peut dire, et vice-versa, c'est-à-dire qu'on trouve aussi dans la science des idées qui peuvent venir dans la science-fiction. Il y a eu des exemples clés comme ça il y a assez longtemps. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on trouve, peut-être quelqu'un aura un exemple, mais d'auteurs de science-fiction aujourd'hui qui arrivent à inventer quelque chose qui soit utilisé par des scientifiques. C'est une bonne question, je crois, mais je crois que la science est partie tellement loin de nous aujourd'hui que c'est plutôt elle qui invente des choses absolument incroyables et assez peu utilisables par les auteurs de science-fiction. Voilà, je ne sais pas si ça te convient quand même. Non, mais pour lancer en matière, effectivement. Moi, je voudrais passer la parole à Jean-Claude Duniac, alors je vais le citer d'abord dans un article qu'il a écrit, alors, je vous préciserai lequel, mais j'ai retrouvé l'article. Voilà la citation, c'est: dans une œuvre de science-fiction, la science n'est pas là pour faire joli, c'est la baguette magique qui peut transcender le récit. Voilà, alors pour vous, voilà, comment se marie effectivement la science et la science-fiction dans votre œuvre, et puis plus généralement? On va parler plus généralement parce que mon œuvre c'est tout petit. Plus généralement dans ce qu'on appelle la véritable science-fiction, et c'est quelque chose qui est quand même un genre assez bien défini et dont un certain nombre d'œuvres sont quand même clairement connues. Il y a effectivement d'abord un regard vers l'astrophysique et un regard vers le lointain qui est évident, parce que un des premiers émerveillements que connaît tout le monde, c'est de contempler une nuit étoilée. Soyons clairs, on l'a à peu près tous fait, même si c'est quelque chose que paradoxalement on est en train de perdre dans certains endroits, simplement à cause de l'éclairage des villes. Les gens ne voient plus les nuits étoilées comme on les voyait à l'époque, mais ça reste quand même une expérience tout à fait étonnante, ne serait-ce que de regarder la Lune passer dans le ciel quand elle est pleine, d'assister à une éclipse, ce qui nous arrive à tous un certain nombre de fois dans nos vies. Donc c'est vrai qu'on a ça. L'article auquel tu fais référence, c'est une publication qui avait été faite par la Commission européenne il y a quelques années de ça, qui justement avait étudié l'ensemble des interactions qu'il y avait pu y avoir entre la science et la science-fiction, les fécondations, en particulier les fécondations de la science-fiction vers la science. Il y en avait quelques-unes. Il faut savoir que par exemple un certain nombre de problématiques des vaisseaux spatiaux ou des combinaisons extravéhiculaires sont nées de la science-fiction, parce que la science-fiction a commencé à imaginer qu'est-ce que ça pourrait signifier de se balader dans l'espace pour aller faire des travaux, et par conséquent, quand les ingénieurs de la NASA ont commencé à penser aux combinaisons qui allaient servir pour les sorties extravéhiculaires des astronautes,
et des gens en particulier dans la navette, ben, il y avait déjà toute une littérature écrite par les auteurs de science-fiction. C'était pas si idiot que ça. Parce que les gens s'étaient posé la question en disant qu'est-ce qu'on doit faire, comment ça va fonctionner, etc. etc. Et il y avait des concepts qui ont été repris tels quels. Arthur C. Clarke a décrit ce qu'on appelait le satellite géostationnaire. C'est un satellite qui est en orbite et qui reste toujours au-dessus du même point de la Terre. Ce qui est pratique parce que par exemple on le met au-dessus d'un pays et il peut arroser le pays avec une chaîne de télé par exemple. Ça c'est pratique. Il l'a décrit parce qu'en tant que physicien, il était capable de faire les équations qui allaient bien et de définir le concept. Et simplement à l'époque on n'avait pas lancé de satellite, c'était les années 40, d'accord? Ce genre de choses. À côté de ça, c'est vrai que nous, écrivains de science-fiction, on fabrique des objets de rêve. Des objets rêvés, des choses dont on se dit ce serait super d'avoir ça. D'avoir le communicateur instantané, d'avoir le duplicateur, d'avoir le clone, d'avoir la machine à rajeunir, d'avoir ce genre de choses. Et après, quelquefois, la science pense à tout ça. Mais le clone, par exemple, c'est quelque chose que la science-fiction a inventé avant que la biologie le réalise. Mais on est passé à côté d'un certain nombre de choses. Et typiquement, lorsque les biologistes ont fait la brebis Dolly, ils sont aperçus que Dolly était née vieille, puisqu'elle était la copie d'un matériel génétique qui était déjà vieux. Et ça, aucun auteur de science-fiction n'étant réellement un biologiste de pointe n'avait souligné cet aspect-là. Pour nous, un clone, c'est au contraire une partie plus jeune de nous-mêmes. Maintenant, un clone, actuellement, c'est quelque chose de plus vieux. Ce genre de choses. Donc, de la même façon, je peux vous dire que les écrivains de science-fiction se sont trompés sur les ordinateurs d'une manière absolument phénoménale. Un ordinateur de science-fiction dans les années 50 ou 60, c'est un très gros machin. C'était grand comme une montagne. Quelquefois, on construit sur une planète tellement c'était grand. Alors que maintenant, les gens qui font des ordinateurs vous disent, pour que ça aille vite, il faut que ce soit de plus en plus petit. Les supercalculateurs, ils tiennent dans une boîte à chaussures. Il faut un truc qui est grand comme cette pièce pour les refroidir, mais ça tient dans une boîte à chaussures, carrément. Et si on arrive à faire encore plus petit, on ira encore plus vite. Vous voyez, il y a des tas de trucs sur lesquels on s'est planté. Donc nous, on a trouvé des tas d'idées, mais beaucoup de ces idées sont fausses. Merci. Je veux passer la parole à François Hammer qui veut rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit. Oui, pour rebondir un petit peu sur ce que vient de nous dire Jean-Claude, effectivement, la science-fiction nous amène à la science des éléments très importants. Alors, je veux vous signaler que la NASA, comme l'ESA, l'ESA c'est l'équivalent de la NASA, c'est l'Agence spatiale européenne, étudie depuis une vingtaine d'années maintenant la question des voyages, non pas vers les autres planètes, mais vers les autres étoiles. Alors il faut que vous sachiez qu'avec les moyens actuels, aujourd'hui, si on utilisait les vaisseaux que nous connaissons, aux vitesses actuelles, il faut 80 000 ans pour aller à l'étoile la plus proche. Ça ne nous rajeunit pas, ça pose un vrai problème. Donc on étudie actuellement, et c'est très sérieux, hein, c'est des études auxquelles je trouve que j'ai participé à un moment, il y a une dizaine d'années, à des comités où l'idée c'est d'essayer de trouver donc, des moyens de propulsion beaucoup plus rapides. Il s'agit en fait d'utiliser ce qu'on appelle le moteur annihilation, c'est-à-dire on annihile directement la matière pour former de l'énergie. Des processus plus efficaces qui sont actuellement totalement hors de portée de nos connaissances aujourd'hui. Dans le meilleur des cas, on pourrait faire un voyage en 8 siècles, dans le meilleur des cas, mais en 8 siècles c'est beaucoup plus énorme que la durée d'une vie humaine, d'où l'appel aux auteurs de science-fiction et l'appel à des vaisseaux gigantesques dans lesquels on mettrait 1 million d'habitants qui devraient voyager vers l'étoile la plus proche, et c'est des projets qui ont été soumis à la NASA. Donc ça c'est juste pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit. Oui, les scientifiques, de temps en temps, ils vont aller chercher l'imaginaire chez les écrivains de science-fiction. Alors, par l'imaginaire, je vais passer la parole à Stéphane Baxter, qui est une œuvre assez riche et justement sur plein d'aspects, qui appartient des trous de verre, qui prépare actuellement un livre sur le film Avatar et la science dans le film Avatar. Alors, qui peut peut-être nous en parler un petit peu. Yes, it's the book we call Science of Avatar, and it's Oui, donc le livre va s'appeler la science d'Avatar. It's based on me watching the movie, researching the topics raised by the movie, but also speaking to James Cameron, the director, and his team. Et donc en fait le projet s'est élaboré lorsque j'ai regardé le film et mes réactions par rapport au film et par rapport aux aspects scientifiques du film. Et il s'est aussi construit à partir de plusieurs entretiens avec James Cameron, le réalisateur d'Avatar. I think science fiction writers and science, some science fiction writers are scientists, you know, some have some kind of scientific background as I do. I did an engineering doctorate.
and some have no background in science fiction, in science at all. Donc au niveau des auteurs de science-fiction, en fait, il y a deux sortes d'auteurs de science-fiction. Il y a d'une part des auteurs qui ont un background, je vais traduire comme ça, scientifique, c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes des scientifiques qui possèdent des doctorats, qui travaillent à de la recherche, et puis certains auteurs qui, eux, ne sont pas scientifiques du tout. So James Cameron, Avatar is really his vision. He has a background, he's interested in military technology, he's a brother in the US services, he's interested in underwater exploration and so forth. But as far as I know, he's not a specialist in science himself. Et donc James